Un repas a été trop abondant si, en se levant de table, on éprouve de la lourdeur. Inversement, si l'on se trouve alerte, léger, dispos de corps et d'esprit, on n'a pas excédé les limites normales. La boisson de base sera l'eau, filtrée ou bouillie s'il y a lieu. Le vin, d'excellente qualité et à la dose d'un verre à Bordeaux au repas de midi, convient. Le café, à dose modérée au réveil et au milieu de la journée, aide à la lucidité de l'esprit. Le soir, il susciterait de l'hyperidéation, mieux vaut n'en pas user. Voici, d'ailleurs, des indications particulières à chaque dominance humorale. 1 degré dominance bilieuse. Les types à dominance bilieuse sont en général d'une taille au-dessus de la moyenne. Ils ont les bras et les jambes un peu trop longs, des muscles allongés et fermes, une peau sèche, fiévreuse, dont la pigmentation, comparée à une feuille de papier blanc, semble comporter du jaune et du vert olive. Chez eux il y a hypersténie, élaboration excessive d'énergétisme, chose qui les pousse à une activité exagérée. On les considère comme des énergiques, des volontaires, des hommes d'action. En fait, ils subissent leur déterminisme qui les pousse à œuvrer avec acharnement, à attaquer opiniâtrement tout obstacle opposé à leur réalisation, à obtenir ou à devenir toujours plus et mieux. 2 degrés dominance nerveuse. Ceux-ci se rencontrent parmi les grands, les moyens et les petits, mais, morphologiquement, la hauteur de la tête et du cou les caractérise très bien. Chez eux le muscle paraît largement sacrifié. L'ensemble musculaire manque toujours d'homogénéité. Par exemple, certains nerveux ont des jambes robustes et des bras grêles. La peau, bistrée, grisâtre, pâle, est sèche et froide. Alors que le bilieux est toute action, le nerveux est toute émotion et sensation. Sa sensibilité contribue à lui donner une supériorité intellectuelle manifeste, mais aussi à le rendre instable, sincèrement abandonné à l'état d'âme du moment, puis à celui tout différent qui suit. Il passe 10 fois par jour de l'exaltation à la dépression. Il ne se possède pas. L'incohérence de ses pensées et de ses comportements le désole. Tour à tour mystique, sentimental, passionné, sensuel, scrupuleux, insouciant, etc., il a plus qu'aucun autre, besoin de se forger une armature psychique. Chez les nerveux le désir naît surtout dans le cérébrum, par amplification autosuggestive de menues réactions locales, par suggestion extérieure, et à la faveur du désordre il leur faut avant tout des habitudes de ponctualité, un emploi du temps bien conçu et observé en dépit de tout ce qui peut les inciter à s'en écarter. Du point de vue régime, ils ont le plus grand intérêt à ne pas céder à leur caprice, à n'user d'aucun stimulant, alcool, liqueur, vin capiteux, café, thé, etc. En dehors de ces prohibitions formelles, l'important est la restriction quantitative. Les repas légers, pris posément et bien rythmés, 4 petits repas par jour, conviennent très bien, aideront à égaliser chez eux l'élaboration de l'influx nerveux, à maintenir égal leur tonus énergétique. Qu'ils absorbent de tout, mais extrêmement peu, en variant fréquemment. Le vin largement coupé d'eau reste tolérable, sauf au repas du soir. Ici, la plus stricte sobriété s'impose si l'on tient à une somnation rapide, profonde, ininterrompue et parfaitement calme. Au saut du lit, le nerveux devrait prendre une douche écossaise en pluie. En cas de surexcitation, il recourra au bain tiède. La question mouvement joue un rôle important dans la physiologie du nerveux. Il lui faut de l'exercice doux, assez fréquent. Par exemple, une série journalière de mouvements lents, combinés de manière à parcourir toute l'étendue des muscles. Les sports violents et tout effort musculaire prolongé jusqu'à la fatigue désorganise et déprime les gens à dominance nerveuse. Ce qui importe par-dessus tout, c'est l'application dans le travail, régularité des heures, discipline de l'attention, silence, aucune dissipation. Chez lui, l'abdomen et le bas de la physionomie accusent un développement excessif. Ses chairs sont molles, humides et froides. Ses associations d'idées, ses allures, son activité sont lentes. Sa nature l'exempte des ardeurs passionnelles du bilieux, de l'agitation du nerveux et des fortes poussées congestives du sanguin. En apparence, il semble aisément disciplinable, assez inerte et peu tourmenté par ses sens. Mais il a 3 ennemis, le laisser-aller, la paresse, la rêverie, et si cette dernière a licence d'accaparer son imagination, elle le conduit aisément à un grossier sensualisme, fertile en aberrations passives. Le lymphatique s'oriente vers le moindre effort, l'inertie et l'automatisme des habitudes prises une fois pour toutes, comme l'aiguille de la boussole tend vers le nord. Pour se maîtriser, c'est à son imagination qu'il doit d'abord faire appel, c'est-à-dire qu'avant tout il lui faut adhérer à une doctrine exaltant le développement de l'énergie, de l'initiative, le goût de l'action volontaire. Pour cela, qu'il ait recours à des textes, à des exhortations, à la suggestion de l'exemple. Qu'il recherche la compagnie d'hommes énergiques, actifs, entreprenants, virils. Son régime alimentaire visera surtout à la modération des quantités. Quelques stimulants lui sont permis. Il évitera les excès d'hydrocarbone. Adénoïdien, avec un masque flou et des yeux inexpressifs, subit l'empreinte de ses lectures plus fatalement qu'un nerveux instable ou qu'un sanguin violemment décidé. Le fait de peiner physiquement, au gymnase par exemple, agit favorablement sur lui, rien ne fortifie son moral comme l'effort rude, antithétique de ses tendances nonchalantes.
Quand il a remonté le courant de son déterminisme physiologique, le lymphatique, pondéré par définition, gouverne aisément ses avidités. 4. Notion psychologique. Nous disions au chapitre 1er, paragraphe 5, que comparativement à la notion du lieu géométrique, l'imagination est le lieu psychologique des manifestations de l'amour. En ce qui concerne l'avidité génésique, l'imagination est réactionnée du dedans par l'éréthisme local, et du dehors, soit par les percées visuelles, olfactifs et tactiles directs, soit par suggestion verbale, littérale ou spectaculaire. L'observance des indications d'ordre physiologique qui précèdent suspend le cours des facteurs internes d'image érogène et désensibilise la pensée à l'action des images directes extérieures. C'est nécessaire, non pas suffisant. Reste. 50 ans, 55 ans, le moment varie suivant les ressources constitutives. Un homme assoupi depuis 2 ou 3 lustres dans la sérénité du non-désir, sagement habitudinaire, mais habitudinaire tout de même, c'est-à-dire sans initiative psychique appréciable, s'embrase soudain du plus ardent des para-amours, un visage, un sourire, une silhouette, un timbre de voix ont suffi, semble-t-il, à cette métamorphose. Au vrai, ils n'en sont que les causes déterminantes, lesquelles n'eussent point agi sans quelques facteurs prédisposants d'ordre pathologique. D'ailleurs, les frénésies du retour d'âge ne se concentrent pas toujours vers une même individualité, elles se dispersent souvent en débauches multiples. Les véritables origines du processus en question les voici. 1 degré, la vie conjugale engendre fréquemment chez l'homme une anaphrodisia d'origine psychologique, à cause de l'émoussement progressif dû à la cohabitation, des impressions cérébrales nécessaires à la genèse du désir. La raréfaction ou la suspension fonctionnelle qui s'ensuit n'endigue pas l'action des images érogènes extérieures dont l'inconscient s'imprègne même si elles franchissent l'écran imaginatif sans éveiller de réaction, c'est-à-dire sans donner lieu à refoulement. 2 degrés, l'alimentation arthritisante, acidifiante, irritante d'une part, les stases du sédentarisme d'autre part, tendent à congestionner puis à hypertrophier insensiblement la prostate, ce qui, à un moment donné, suscite des prurites, des stimuli, des exacerbations sur le caractère faussement juvénile desquels, les 9/10 des hommes se méprennent avec joie. 3 degrés, la cause déterminante survient. Dans le cas classique, c'est la rencontre d'une femme, identique, par certains côtés, à l'image idéale issue du complexe électif, chapitre 1er, paragraphe 7, alors que l'épouse y ressemblait par d'autres caractéristiques. Le choc émotivo-imaginatif qui résulte de cette rencontre déclenche l'afflux du total des virtualités érotiques enregistrées dans le subconscient, et retentit sur l'appareil génital auquel l'amour semble seul irradier un renouveau de virilité plus probablement imputable à l'état inflammatoire des tissus. L'intéressé, prévenu et lucide, apaiserait aisément les feux qu'il embrase s'il recourait d'urgence à une diète sévère, à de grands bains tièdes, puis à une cure dépurative, à un régime rationnel et aux soins du spécialiste en ce qui concerne la glande en voie de sclérose. 7. Les inerties fonctionnelles. Plus clair de leur temps à banqueter et boire à force jambon, flacon et pâté. L'homme de ce tempérament qui tient à se rendre maître de ses instincts, doit commencer par s'imposer un régime frugal sans aucune espèce de viande de boucherie, sans épices, sans sucre, sans vin ni alcool. Des substances végétales, lénifiantes, diluées, des fruits frais, salades sans assaisonnement acide, voilà ce qui leur convient. Pour éviter les stases et poussées congestives, le sanguin doit non seulement prendre un exercice bien réglé, mais pratiquer la respiration profonde et l'hydrothérapie. En particulier, le repas du soir sera extrêmement léger. On laissera s'écouler 2 heures pleines entre la fin de ce repas et le moment de dormir, en évitant, durant ces 2 heures, toute cause d'agitation, et en s'abstenant d'absorber quoi que ce soit. Le sanguin peut réduire considérablement ses heures de sommeil, 6 ou 7 heures lui suffisent. C'est, question de régime satisfaite, dans l'activité bien ordonnée et concentrée qu'il trouvera le meilleur moyen de discipliner son naturel. La diète hydrique fréquente et l'usage des eaux sulfatées sodiques pour assurer périodiquement la purification humorale, compléteront les prescriptions favorables aux hommes de ce tempérament. Et de graisse, la bière, le lait, les confiseries, sucres et liqueurs. Le lymphatisme semble souvent lié à l'insuffisance thyroïdienne et à des carences d'iode, de phosphore et de soufre, ce à quoi on peut aisément remédier le cas échéant. Mais ce qui importe par-dessus tout aux individus de ce type, c'est une direction, une orientation psychique, un but précis, une activité bien coordonnée, rythmée par des détentes et de longs sommeils. Par la pratique assidue de la respiration profonde, de la gymnastique suédoise et de l'hydrothérapie, un lymphatique évolue peu à peu vers le tempérament sanguin, c'est-à-dire qu'il s'équilibre, au bout de 2 ou 3 années de réaction sérieuse. L'inconscient du lymphatique réagit très lentement aux idées, aux images, aux exemples, si lentement qu'on le croirait dépourvu de suggestibilité. En réalité, avec ses expressions dormantes, il possède une imagination profondément ductile. Ce qu'il lit, ce qu'il entend, ce qu'il voit, laisse chez lui une empreinte fortement sigillée qui, tôt ou tard, passe de la statique à la dynamique. Henri Béraud dit des Allemands, dont bon nombre appartiennent à la catégorie des lymphatiques, qu'ils ont un cerveau trou où l'on verse tout ce que l'on veut. Voilà une heureuse comparaison dont les éducateurs peuvent tirer profit. L'adolescent Palot.
Puisque, écrivions-nous dans un précédent ouvrage, la plupart des hommes qui se trouvent robustement doués au point de vue génésique tirent de cela une vanité énorme, rien d'étonnant à ce que l'infériorité avérée, ou même la crainte d'une éventuelle impotence, suffisent à déprimer jusqu'à l'hébétude certains émotifs. Tout un chapitre de l'ouvrage en question 36 traite de l'impuissance d'origine exclusivement émotivo-imaginaire, sur laquelle nous ne reviendrons pas ici. Certaines inerties, dues soit à une déchéance par diathèse ou à une carence liée à la viciation des métabolismes, relèvent d'une thérapeutique générale que seul l'examen minutieux du cas d'espèce peut permettre de formuler. Mais il en est d'une troisième sorte, dont, selon nous, la cause première tient uniquement au caractère insuffisamment viril de l'état affectif d'où procède le désir et des représentations issues de cet état. Nos observations nous ont montré que les hommes à prédominance bilieuse ou sanguine ne manifestent presque jamais l'impotence en question, hormis le cas où elle s'explique par une sérieuse altération diathésique ou lésionnelle. Il en va inversement pour les types à prédominance nerveuse ou lymphatique. Pourquoi ? Parce que chez le bilieux et le sanguin, chez l'ardent et le violent, le rude détermine un état psychique principalement caractérisé par un impérieux désir de possession, d'envahissement, de pénétration, tandis que chez le nerveux et le lymphatique, c'est l'image de l'aboutissement spasmodique qu'éveille presque uniquement la réplétion vésiculaire ou l'incitation extérieure. L'acuité sensorielle de l'un et la passivité de l'autre rendent très bien compte de cela. Or, à qui sait l'importance des images quant à leur retentissement organique égal, il apparaîtra que les représentations érogènes du nerveux et du lymphatique, lesquels envisagent insuffisamment l'action et trop exclusivement la sensation, ne peuvent qu'aboutir à l'inertie musculaire de l'organe. Que devraient faire les intéressés ? Réagir contre ce que leur naturel a d'efféminé. Chercher à se viriliser au double point de vue psychique et physique, c'est-à-dire à s'imposer une discipline cérébrale et active inspirée des tempéraments bilieux et sanguins. On peut recommander dans ce sens l'effort matériel un peu rude, le refus de trop sacrifier au souci du confort, la pratique d'un sport incompatible avec la crainte des horions, la fermeté dans les décisions, l'opiniâtreté dans les accomplissements, l'adoption de manière carrée, décisive, hardie. Secondement, ces sensibles trop aisément déconcertés, ces inertes trop enclins à préférer les voies faciles du plaisir, devraient orienter leurs pensées pour le sexe opposé vers la satisfaction tactique de l'investissement et de la conquête, au lieu de rêver d'occupation sans combat. À remarquer enfin que, s'ils ne réagissent contre leurs tendances, le nerveux et le lymphatique en arrivent presque immanquablement à adopter, dans l'intimité, le rôle de patient, ce qui ne contribue pas peu au débilitement de leurs aptitudes à remplir celui d'agent. Chose qui satisfait leur principale caractéristique morale, un orgueil altier. Chez les bilieux, excessif par définition, le désir survient en rafale, éclate comme un explosif, et tend à se donner carrière avec furie. Un homme de ce tempérament, désireux de modérer, de réglementer ou de suspendre ad libitum les manifestations de son instinct génésique, devra commencer par surmonter son avidité pour les régimes alimentaires trop riches et trop abondants. Il lui faut au maximum 150 grammes de viande fraîche grillée par 24 heures, une large ration de crudités non acides, des légumes verts et des céréales parfaitement cuites. Tout ce qui est gibier, épices, crustacés, sucre, sauce, graisse, boissons fortes, allume en lui les feux de la concupiscence. De plus, le bilieux doit apprendre à s'imposer de la détente immobile, car s'il ne réagit pas contre son penchant à la perpétuelle trépidation, l'éréthisme qui s'ensuit réactionne l'appareil génital. Au réveil, un long bain chaud suivi d'une brève affusion d'eau fraîche convient très bien. Le soir, avant le sommeil, le bain tiède d'une demi-heure prévient les exacerbations oniriques, et d'ailleurs toute espèce d'agitation. Ils vont volontiers au sport violent et à l'effort musculaire pénible. Mais le genre d'effort nécessaire pour détendre, relâcher parfaitement l'ensemble neuromusculaire, contrarie vivement leur nature hyperactive. Le bilieux qui a compris l'importance de se dominer entièrement, s'exercera une fois par jour, dans le silence et l'obscurité, à l'immobilité et à la relaxation. On pourrait croire que l'ensemble des prescriptions qui précèdent dévalorisent, énergétiquement parlant, l'intéressé. Il n'en est rien. En modérant le régime du moteur, on n'enlève rien à sa puissance. De plus, l'apaisement cérébral, inséparable de rythme organique mesuré, concourt à modifier très avantageusement la mentalité du bilieux, son intelligence, autrefois fermée à tout ce qui n'était pas science exacte, réalisation, positivisme, etc., s'ouvre à l'ordre spéculatif. Avec son naturel, il tirera évidemment de ses incursions dans le domaine philosophique des adaptations pratiques, des principes de taylorisation de l'activité, une objective notion des durées qui tempérera son penchant à la précipitation éperdue, une mesure qui le gardera bientôt des exagérations d'antane, et bien d'autres avantages encore. En résumé, il acquérera l'empire sur soi-même, condition sine qua non de l'empire sur l'instinct sexuel. Mais des détentes préfixées d'un quart d'heure. Au cours de ses loisirs, que le nerveux évite l'agitation, qu'il refrène sa propension à se dépenser verbeusement, à discuter de omnire sibili, à se livrer à des extravagances, à rechercher l'approbation ou la sympathie. C'est au nerveux qu'il est le plus facile de s'abstenir rigoureusement. C'est également lui qui se trouve le mieux conditionné pour ressentir la joie d'inféoder ses comportements à ses conceptions, à son idéal.
3 degrés dominance sanguine. Les sanguins ont généralement le tronc un peu massif et donnent de ce fait une impression de robustesse animale particulière. Ce qui les caractérise principalement, c'est l'importance du système cardiovasculaire et une surabondance hématopoïétique qui les rend congestifs, turgides et violents. Leur peau chaude et moite est rosée dans la jeunesse, rouge et couperosée ensuite. Leur centre nerveux, bien irrigué, les rend actifs cérébralement, de même que leurs muscles surnourris les incitent à l'effort physique. Tous leurs appétits sont fort vifs, leurs penchants, sympathie et aversion exagérées. On peut dire qu'ils flambent, littéralement. Chez les sanguins, le besoin fonctionnel, à moins qu'on ne modère tout l'ensemble organique, est obsédant, pénible et tyrannique. Or ils ont des goûts peu ascétiques, et font penser à ces personnages de Rabelais qui passaient volontiers le. Tout cela peut sembler rigoureux. En fait, la possibilité d'abstention sans trouble exige cette pondération, qui, d'autre part, évitera aux intéressés toute la gamme des affections auxquelles les vouent leur conditionnement et leurs tendances, cardiopathie, distension veineuse, hémorragie cérébrale, pneumonie, diabète, calculose, emphysème, eczéma et autres dermatoses. En réglementant sagement ses avidités et en menant une vie très active, le sanguin se subordonne en quelques semaines ses réactions fonctionnelles, et si l'œuvre à laquelle il s'emploie le passionne suffisamment, accapare son attention, ses virtualités, sa sexualité se maintient sans effort en pleine léthargie. Si, au contraire, l'on prétendait obtenir d'emblée d'un sanguin le refrénement de ses désirs, tout en lui laissant, par exemple, ingérer les aliments incendiaires auxquels va sa prédilection naturelle, ce serait, ou bien une lutte épuisante et inévitablement achevée en défaite, ou bien l'obsession, tôt ou tard périlleuse. 4 degrés dominance lymphatique. Le vieil occultisme schématise les 4 types humoraux en symbolisant le bilieux par un ange, le nerveux par un aigle, le sanguin par un tigre et le lymphatique par un bœuf. En fait, le lymphatique, épais, trapu et lourd, a quelque chose de bovin. À considérer le spectacle, la littérature et l'influence possible des propos qu'on entend, sans omettre celle de propos entendus, pour la plupart oubliés, mais qui, enregistrés dans l'inconscient, ont concouru à forger les dispositions générales de l'esprit, à y laisser subsister, en particulier, la conviction de ce que l'ultimité du contentement physique appartient au domaine des conjonctions charnelles. La chair, a dit Péladan, promet beaucoup aux yeux mais tient très peu au toucher. On surestime communément, d'une manière excessive, tant au qualitatif qu'au quantitatif, le plaisir lié à l'accouplement. Inconsciemment, les jeunes gens se laissent gagner par cette surestimation parce que les agissements de certains hommes paraissent la justifier, parce que la littérature en est tissée, parce que le théâtre spécule souvent sur elle. Nous avons pu évaluer que la vie des 19-20e de nos contemporains s'écoule sans qu'ils songent à se libérer du joug de cette suggestion, qu'il convient cependant d'éliminer en premier lieu quand on se propose de régner sur ses instincts, ou simplement de se représenter avec réalisme ce qui a trait aux fonctions reproductrices. Il y a une seconde suggestion, peu à peu insinuée, sigillée dès l'adolescence parmi les hommes, et qui suffit à inhiber chez la plupart toute tentative d'instauration de l'autocontrôle, c'est l'affirmation, toute gratuite, de l'impossibilité de régenter l'instinct sexuel. Inutile d'essayer de le dominer, vous dit-on, car il l'emportera immanquablement sur vos vains efforts. Avec Freud et la libido on a même parlé de pansexualisme. Puis la conception primitive de la libido a dû s'élargir considérablement. Nous y substituons la notion, plus réaliste, de l'avidité. Ce mot avidité, écrivions-nous dans un précédent ouvrage, on l'entend généralement dans un sens péjoratif. On dit un homme avide d'argent, avide de plaisir, avide de grandeur. Il dépeint cependant une disposition psychique qui caractérise non pas seulement les cupides, les jouisseurs et les orgueilleux, mais aussi tous ceux qui s'évertuent avec ardeur et persévérance dans un sens quelconque. Ce chercheur, courbé 15 heures par jour sur ses livres, ses épures et ses instruments, est un homme avide de connaître, avide de découvrir. Ce compositeur, abstrait dans le discernement de l'inspiration, insoucieux du temps, du mouvement et de l'ambiance, est avide d'une réalisation artistique. Ce célèbre capitaine d'industrie, auquel depuis longtemps la fortune a souri et que l'argent intéresse moins qu'il n'intéresse le dernier de ses sous-ordres, poursuit un écrasant labeur parce qu'il est avide de puissance économique. Nulle n'œuvre sans avidité, l'ascète lui-même l'éprouve pour son objectif mystique. Toutes les manifestations possibles de l'avidité auraient, selon certains, une source unique, la sexualité, qui chercherait ainsi, en mode dérivé, à se satisfaire. Cependant l'acquisivité, par exemple, entraîne souvent une totale anaphrodisia si elle atteint une ardeur suffisante pour accaparer toutes les énergies physiques et psychiques, pour tenir, de l'aube à la nuit, l'esprit préoccupé de tout ce qui peut concourir à l'accomplissement des desseins grandioses qui lui importent par-dessus tout. Il apparaît donc que loin de constituer l'origine radicale de toutes les avidités, la sexualité est antagoniste au moins de certaines d'entre elles. Un sentiment de vigoureuse avidité pour le développement de l'empire sur soi-même prévient et annule l'influence des suggestions tendant au despotisme de l'incitation fonctionnelle, d'autre part, il inhibe l'incitation elle-même. Les sollicitations de l'instinct s'amplifient et se multiplient chez ceux dont l'imagination est bien imprégnée, bien pénétrée de leur caractère irrésistible, et subsidiairement d'une notion très exagérée du plaisir sexuel.
Si, au contraire, tout est vu objectivement, la plus extrême modération et même l'abstention totale deviennent aisées. On a dit que cette mise en léthargie pouvait déterminer des troubles. Nous attendons. Toujours le premier exemple à l'appui. Où il y a possibilité de fâcheuses réactions, ce n'est pas dans la continence elle-même, dans une épargne organique vraisemblablement salutaire, mais dans le fait de chercher à se l'imposer sans observer les conditions qui en déterminent la possibilité, à savoir, un régime convenable, une hygiène générale adaptée à la sorte de tempérament qu'on a, et, par-dessus tout, une orientation de la pensée impliquant avec continuité le désir de se gouverner. 5. Les déviations et comment y remédier. Par déviation de l'instinct, nous entendons tout processus physiologiquement ou psychologiquement anormal de détumescence. Nous considérons l'auto-érotisme, provoqué ou spontané, comme des anomalies funestes. L'indulgence avec laquelle on les apprécie généralement en regard de celles qui revêtent un caractère antisocial contribue à leur extrême fréquence, d'ailleurs désastreuse. Pour surmonter une habitude volontairement créée ou se rendre maître d'un fâcheux réflexe, le simple effort direct de résistance ou d'inhibition ne suffit pas. L'observance des indications de régime données au paragraphe 3 constitue la première série de mesures à faire intervenir. Cela, et la réduction au minimum des sources extérieures d'incitation, prévient l'impulsion ou l'érétisme. C'est élémentaire. Mais, seule l'instauration d'une autodiscipline générale, la continuelle surveillance de soi-même en vue de diriger, selon ses délibérations réfléchies, l'orientation de ses pensées et le détail de son activité, peut assurer la subordination intégrale, durant la veille et au cours du sommeil, des automatismes à la volonté. Cette culture, qui assure le règne du discernement sur l'émotivité et sur l'instinct, notre ouvrage, le pouvoir de la volonté plus ou moins en fournit les éléments. Elle seule permet de contenir toute poussée aux excès, au dérèglement, à l'usage intempestif des satisfactions sensorielles, à imposer silence aux sens et à les rendre impassibles, même en présence des plus puissantes tentations, quand on discerne que cela est préférable. Ces principes généraux se retrouvent dans les écrits de tous ceux qui ont préconisé le gouvernement de soi-même. Ils sont connus de tout homme cultivé, mais n'ont pas encore été adoptés comme directive, ainsi qu'il se devrait, par les éducateurs. Que dira le père, le précepteur, voire le médecin, à l'adolescent qui, faute d'une formation physiologique précise et de directives sérieuses, s'est égaré ou dévoyé ? Qu'il commet une faute, notamment contre lui-même, et que s'il tient à éviter de graves déchéances une immédiate cessation de ses errements s'impose ? Autant prescrire aux buveurs invétérés d'adopter sur l'heure et pour toujours l'eau comme unique boisson. N'ayant pas été exercés à maîtriser, par principe, leur spontanéité, à surmonter leurs impulsions, à demeurer constamment, et dans toutes les exceptions, en pleine possession de leurs automatismes, ni l'adolescent, ni le buveur ne sauront se soustraire au joug de l'habitude qui les désorganise. Pour venir à bout d'une habitude spéciale, l'effort doit viser non seulement à résister à l'impulsion qu'elle comporte, mais à réagir contre l'habitude générale de penser, de parler et d'agir impulsivement. L'intéressé songera donc, à prévoir et à ordonner précisément pour chaque jour, approximativement pour chaque semaine ou pour de plus longues périodes, l'emploi de son temps, et à accomplir à son heure chaque chose prévue malgré n'importe quel facteur de diversion, à régler cet emploi de chaque journée de manière à disposer de tout le temps nécessaire à l'exécution calme et attentive de toute chose, à bannir toute précipitation, toute agitation, à ne pas attendre au dernier moment, ce qui mettrait dans l'obligation de se presser, de bâcler en 5 minutes ce qui en demande 10. À procéder avec une application systématique à toute besogne, si peu attrayante ou si peu rétribuée qu'elle soit. L'attention volontaire est l'appui principal de la maîtrise de soi-même. Chaque effort effectué en vue de développer la capacité d'attention concentrée, fortifie l'emprise du discernement sur l'imagination et les impulsions, à assigner à toute espèce de plaisir, délassement, distraction, etc., des moments prévus en dehors desquels il s'y refusera absolument. Il est à remarquer que chez ceux qui s'abandonnent passivement à toute occasion de contentement sensoriel ou imaginatif, l'aptitude au plaisir s'émousse par accoutumance, ce qui aboutit à cet état psychophysique qu'on appelle l'ennui. 6. Le démon de midi. Aux psychoses de l'âge post-pubéral, printanier, réplique, à l'automne de la vie, les surprises d'un retour fougueux de passion dont un décrescendo plus ou moins long semblait avoir tari la source. À 45 ans. Un repas a été trop abondant si, en se levant de table, on éprouve de la lourdeur. Inversement, si l'on se trouve alerte, léger, dispos de corps et d'esprit, on n'a pas excédé les limites normales. La boisson de base sera l'eau, filtrée ou bouillie s'il y a lieu. Le vin, d'excellente qualité et à la dose d'un verre à Bordeaux au repas de midi, convient. Le café, à dose modérée au réveil et au milieu de la journée, aide à la lucidité de l'esprit. Le soir, il susciterait de l'hyperidéation, mieux vaut n'en pas user. Voici, d'ailleurs, des indications particulières à chaque dominance humorale. 1 degré dominance bilieuse. Les types à dominance bilieuse sont en général d'une taille au-dessus de la moyenne. Ils ont les bras et les jambes un peu trop longs, des muscles allongés et fermes, une peau sèche, fiévreuse, dont la pigmentation, comparée à une feuille de papier blanc, semble comporter du jaune et du vert olive.
Chez eux il y a hypersthénie, élaboration excessive d'énergétisme, chose qui les pousse à une activité exagérée. On les considère comme des énergiques, des volontaires, des hommes d'action. En fait, ils subissent leur déterminisme qui les pousse à œuvrer avec acharnement, à attaquer opiniâtrement tout obstacle opposé à leur réalisation, à obtenir ou à devenir toujours plus et mieux. 2 degrés dominance nerveuse. Ceux-ci se rencontrent parmi les grands, les moyens et les petits, mais, morphologiquement, la hauteur de la tête et du cou les caractérise très bien. Chez eux le muscle paraît largement sacrifié. L'ensemble musculaire manque toujours d'homogénéité. Par exemple, certains nerveux ont des jambes robustes et des bras grêles. La peau, bistrée, grisâtre, pâle, est sèche et froide. Alors que le bilieux est toute action, le nerveux est toute émotion et sensation. Sa sensibilité contribue à lui donner une supériorité intellectuelle manifeste, mais aussi à le rendre instable, sincèrement abandonné à l'état d'âme du moment, puis à celui tout différent qui suit. Il passe 10 fois par jour de l'exaltation à la dépression. Il ne se possède pas. L'incohérence de ses pensées et de ses comportements le désole. Tour à tour mystique, sentimental, passionné, sensuel, scrupuleux, insouciant, etc., il a plus qu'aucun autre, besoin de se forger une armature psychique. Chez les nerveux le désir naît surtout dans le cérébrum, par amplification autosuggestive de menues réactions locales, par suggestion extérieure, et à la faveur du désordre il leur faut avant tout des habitudes de ponctualité, un emploi du temps bien conçu et observé en dépit de tout ce qui peut les inciter à s'en écarter. Du point de vue régime, ils ont le plus grand intérêt à ne pas céder à leur caprice, à n'user d'aucun stimulant, alcool, liqueur, vin capiteux, café, thé, etc. En dehors de ces prohibitions formelles, l'important est la restriction quantitative. Les repas légers, pris posément et bien rythmés, 4 petits repas par jour, conviennent très bien, aideront à égaliser chez eux l'élaboration de l'influx nerveux, à maintenir égal leur tonus énergétique. Qu'ils absorbent de tout, mais extrêmement peu, en variant fréquemment. Le vin largement coupé d'eau reste tolérable, sauf au repas du soir. Ici, la plus stricte sobriété s'impose si l'on tient à une somnation rapide, profonde, ininterrompue et parfaitement calme. Au saut du lit, le nerveux devrait prendre une douche écossaise en pluie. En cas de surexcitation, il recourra au bain tiède. La question mouvement joue un rôle important dans la physiologie du nerveux. Il lui faut de l'exercice doux, assez fréquent. Par exemple, une série journalière de mouvements lents, combinés de manière à parcourir toute l'étendue des muscles. Les sports violents et tout effort musculaire prolongé jusqu'à la fatigue désorganise et déprime les gens à dominance nerveuse. Ce qui importe par-dessus tout, c'est l'application dans le travail, régularité des heures, discipline de l'attention, silence, aucune dissipation. Chez lui, l'abdomen et le bas de la physionomie accusent un développement excessif. Ses chairs sont molles, humides et froides. Ses associations d'idées, ses allures, son activité sont lentes. Sa nature l'exempte des ardeurs passionnelles du bilieux, de l'agitation du nerveux et des fortes poussées congestives du sanguin. En apparence, il semble aisément disciplinable, assez inerte et peu tourmenté par ses sens. Mais il a 3 ennemis, le laisser-aller, la paresse, la rêverie, et si cette dernière a licence d'accaparer son imagination, elle le conduit aisément à un grossier sensualisme, fertile en aberrations passives. Le lymphatique s'oriente vers le moindre effort, l'inertie et l'automatisme des habitudes prises une fois pour toutes, comme l'aiguille de la boussole tend vers le nord. Pour se maîtriser, c'est à son imagination qu'il doit d'abord faire appel, c'est-à-dire qu'avant tout il lui faut adhérer à une doctrine exaltant le développement de l'énergie, de l'initiative, le goût de l'action volontaire. Pour cela, qu'il ait recours à des textes, à des exhortations, à la suggestion de l'exemple. Qu'il recherche la compagnie d'hommes énergiques, actifs, entreprenants, virils. Son régime alimentaire visera surtout à la modération des quantités. Quelques stimulants lui sont permis. Il évitera les excès d'hydrocarbone. Adénoïdien, avec un masque flou et des yeux inexpressifs, subit l'empreinte de ses lectures plus fatalement qu'un nerveux instable ou qu'un sanguin violemment décidé. Le fait de peiner physiquement, au gymnase par exemple, agit favorablement sur lui, rien ne fortifie son moral comme l'effort rude, antithétique de ses tendances nonchalantes. Quand il a remonté le courant de son déterminisme physiologique, le lymphatique, pondéré par définition, gouverne aisément ses avidités. 4. Notion psychologique. Nous disions au chapitre 1er, paragraphe 5, que comparativement à la notion du lieu géométrique, l'imagination est le lieu psychologique des manifestations de l'amour. En ce qui concerne l'avidité génésique, l'imagination est réactionnée du dedans par l'érétisme local, et du dehors, soit par les percées visuelles, olfactifs et tactiles directs, soit par suggestion verbale, littérale ou spectaculaire. L'observance des indications d'ordre physiologique qui précèdent suspend le cours des facteurs internes d'images érogènes et désensibilise la pensée à l'action des images directes extérieures. C'est nécessaire, non pas suffisant. Reste.
50 ans, 55 ans, le moment varie suivant les ressources constitutives. Un homme assoupi depuis 2 ou 3 lustres dans la sérénité du non-désir, sagement habitudinaire, mais habitudinaire tout de même, c'est-à-dire sans initiative psychique appréciable, s'embrase soudain du plus ardent des para-amours, un visage, un sourire, une silhouette, un timbre de voix ont suffi, semble-t-il, à cette métamorphose. Au vrai, ils n'en sont que les causes déterminantes, lesquelles n'eussent point agi sans quelques facteurs prédisposants d'ordre pathologique. D'ailleurs, les frénésies du retour d'âge ne se concentrent pas toujours vers une même individualité, elles se dispersent souvent en débauches multiples. Les véritables origines du processus en question les voici. 1 degré, la vie conjugale engendre fréquemment chez l'homme une anaphrodisia d'origine psychologique, à cause de l'émoussement progressif dû à la cohabitation, des impressions cérébrales nécessaires à la genèse du désir. La raréfaction ou la suspension fonctionnelle qui s'ensuit n'endigue pas l'action des images érogènes extérieures dont l'inconscient s'imprègne même si elles franchissent l'écran imaginatif sans éveiller de réaction, c'est-à-dire sans donner lieu à refoulement. 2 degrés, l'alimentation arthritisante, acidifiante, irritante d'une part, les stases du sédentarisme d'autre part, tendent à congestionner puis à hypertrophier insensiblement la prostate, ce qui, à un moment donné, suscite des prurites, des stimuli, des exacerbations sur le caractère faussement juvénile desquels, les 9/10 des hommes se méprennent avec joie. 3 degrés, la cause déterminante survient. Dans le cas classique, c'est la rencontre d'une femme, identique, par certains côtés, à l'image idéale issue du complexe électif, chapitre 1er, paragraphe 7, alors que l'épouse y ressemblait par d'autres caractéristiques. Le choc émotivo-imaginatif qui résulte de cette rencontre déclenche l'afflux du total des virtualités érotiques enregistrées dans le subconscient, et retentit sur l'appareil génital auquel l'amour semble seul irradier un renouveau de virilité plus probablement imputable à l'état inflammatoire des tissus. L'intéressé, prévenu et lucide, apaiserait aisément les feux qui l'embrasent s'il recourait d'urgence à une diète sévère, à de grands bains tièdes, puis à une cure dépurative, à un régime rationnel et aux soins du spécialiste en ce qui concerne la glande en voie de sclérose. 7. Les inerties fonctionnelles. Plus clair de leur temps à banqueter et boire à force jambon, flacon et pâté. L'homme de ce tempérament qui tient à se rendre maître de ses instincts, doit commencer par s'imposer un régime frugal sans aucune espèce de viande de boucherie, sans épices, sans sucre, sans vin ni alcool. Des substances végétales, lénifiantes, diluées, des fruits frais, salades sans assaisonnement acide, voilà ce qui leur convient. Pour éviter les stases et poussées congestives, le sanguin doit non seulement prendre un exercice bien réglé, mais pratiquer la respiration profonde et l'hydrothérapie. En particulier, le repas du soir sera extrêmement léger. On laissera s'écouler 2 heures pleines entre la fin de ce repas et le moment de dormir, en évitant, durant ces 2 heures, toute cause d'agitation, et en s'abstenant d'absorber quoi que ce soit. Le sanguin peut réduire considérablement ses heures de sommeil, 6 ou 7 heures lui suffisent. C'est, question de régime satisfaite, dans l'activité bien ordonnée et concentrée qu'il trouvera le meilleur moyen de discipliner son naturel. La diète hydrique fréquente et l'usage des eaux sulfatées sodiques pour assurer périodiquement la purification humorale, compléteront les prescriptions favorables aux hommes de ce tempérament. Et de graisse, la bière, le lait, les confiseries, sucres et liqueurs. Le lymphatisme semble souvent lié à l'insuffisance thyroïdienne et à des carences d'iode, de phosphore et de soufre, ce à quoi on peut aisément remédier le cas échéant. Mais ce qui importe par-dessus tout aux individus de ce type, c'est une direction, une orientation psychique, un but précis, une activité bien coordonnée, rythmée par des détentes et de longs sommeils. Par la pratique assidue de la respiration profonde, de la gymnastique suédoise et de l'hydrothérapie, un lymphatique évolue peu à peu vers le tempérament sanguin, c'est-à-dire qu'il s'équilibre, au bout de 2 ou 3 années de réaction sérieuse. L'inconscient du lymphatique réagit très lentement aux idées, aux images, aux exemples, si lentement qu'on le croirait dépourvu de suggestibilité. En réalité, avec ses expressions dormantes, il possède une imagination profondément ductile. Ce qu'il lit, ce qu'il entend, ce qu'il voit, laisse chez lui une empreinte fortement sigillée qui, tôt ou tard, passe de la statique à la dynamique. Henri Béraud dit des Allemands, dont bon nombre appartiennent à la catégorie des lymphatiques, qu'ils ont un cerveau trou où l'on verse tout ce que l'on veut. Voilà une heureuse comparaison dont les éducateurs peuvent tirer profit. L'adolescent Palot. Puisque, écrivions-nous dans un précédent ouvrage, la plupart des hommes qui se trouvent robustement doués au point de vue génésique tirent de cela une vanité énorme, rien d'étonnant à ce que l'infériorité avérée, ou même la crainte d'une éventuelle impotence, suffisent à déprimer jusqu'à l'hébétude certains émotifs. Tout un chapitre de l'ouvrage en question 36 traite de l'impuissance d'origine exclusivement émotivo-imaginaire, sur laquelle nous ne reviendrons pas ici. Certaines inerties, dues soit à une déchéance par diathèse ou à une carence liée à la viciation des métabolismes, relèvent d'une thérapeutique générale que seul l'examen minutieux du cas d'espèce peut permettre de formuler. Mais il en est d'une troisième sorte, dont, selon nous, la cause première tient uniquement au caractère insuffisamment viril de l'état affectif d'où procède le désir et des représentations issues de cet état.
Nos observations nous ont montré que les hommes à prédominance bilieuse ou sanguine ne manifestent presque jamais l'impotence en question, hormis le cas où elle s'explique par une sérieuse altération diathésique ou lésionnelle. Il en va inversement pour les types à prédominance nerveuse ou lymphatique. Pourquoi ? Parce que chez le bilieux et le sanguin, chez l'ardent et le violent, le rude détermine un état psychique principalement caractérisé par un impérieux désir de possession, d'envahissement, de pénétration, tandis que chez le nerveux et le lymphatique, c'est l'image de l'aboutissement spasmodique qu'éveille presque uniquement la réplétion vésiculaire ou l'incitation extérieure. L'acuité sensorielle de l'un et la passivité de l'autre rendent très bien compte de cela. Or, à qui sait l'importance des images quant à leur retentissement organique égal, il apparaîtra que les représentations érogènes du nerveux et du lymphatique, lesquels envisagent insuffisamment l'action et trop exclusivement la sensation, ne peuvent qu'aboutir à l'inertie musculaire de l'organe. Que devraient faire les intéressés ? Réagir contre ce que leur naturel a d'efféminé. Chercher à se viriliser au double point de vue psychique et physique, c'est-à-dire à s'imposer une discipline cérébrale et active inspirée des tempéraments bilieux et sanguins. On peut recommander dans ce sens l'effort matériel un peu rude, le refus de trop sacrifier au souci du confort, la pratique d'un sport incompatible avec la crainte des horions, la fermeté dans les décisions, l'opiniâtreté dans les accomplissements, l'adoption de manière carrée, décisive, hardie. Secondement, ces sensibles trop aisément déconcertés, ces inertes trop enclins à préférer les voies faciles du plaisir, devraient orienter leurs pensées pour le sexe opposé vers la satisfaction tactique de l'investissement et de la conquête, au lieu de rêver d'occupation sans combat. À remarquer enfin que, s'ils ne réagissent contre leurs tendances, le nerveux et le lymphatique en arrivent presque immanquablement à adopter, dans l'intimité, le rôle de patient, ce qui ne contribue pas peu au débilitement de leurs aptitudes à remplir celui d'agent. Chose qui satisfait leur principale caractéristique morale, un orgueil altier. Chez les bilieux, excessif par définition, le désir survient en rafale, éclate comme un explosif, et tend à se donner carrière avec furie. Un homme de ce tempérament, désireux de modérer, de réglementer ou de suspendre ad libitum les manifestations de son instinct génésique, devra commencer par surmonter son avidité pour les régimes alimentaires trop riches et trop abondants. Il lui faut au maximum 150 grammes de viande fraîche grillée par 24 heures, une large ration de crudités non acides, des légumes verts et des céréales parfaitement cuites. Tout ce qui est gibier, épices, crustacés, sucre, sauce, graisse, boissons fortes, allume en lui les feux de la concupiscence. De plus, le bilieux doit apprendre à s'imposer de la détente immobile, car s'il ne réagit pas contre son penchant à la perpétuelle trépidation, l'éréthisme qui s'ensuit réactionne l'appareil génital. Au réveil, un long bain chaud suivi d'une brève affusion d'eau fraîche convient très bien. Le soir, avant le sommeil, le bain tiède d'une demi-heure prévient les exacerbations oniriques, et d'ailleurs toute espèce d'agitation. Ils vont volontiers au sport violent et à l'effort musculaire pénible. Mais le genre d'effort nécessaire pour détendre, relâcher parfaitement l'ensemble neuromusculaire, contrarie vivement leur nature hyperactive. Le bilieux qui a compris l'importance de se dominer entièrement, s'exercera une fois par jour, dans le silence et l'obscurité, à l'immobilité et à la relaxation. On pourrait croire que l'ensemble des prescriptions qui précèdent dévalorisent, énergétiquement parlant, l'intéressé. Il n'en est rien. En modérant le régime du moteur, on n'enlève rien à sa puissance. De plus, l'apaisement cérébral, inséparable de rythme organique mesuré, concourt à modifier très avantageusement la mentalité du bilieux, son intelligence, autrefois fermée à tout ce qui n'était pas science exacte, réalisation, positivisme, etc., s'ouvre à l'ordre spéculatif. Avec son naturel, il tirera évidemment de ses incursions dans le domaine philosophique des adaptations pratiques, des principes de taylorisation de l'activité, une objective notion des durées qui tempérera son penchant à la précipitation éperdue, une mesure qui le gardera bientôt des exagérations d'antane, et bien d'autres avantages encore. En résumé, il acquérera l'empire sur soi-même, condition sine qua non de l'empire sur l'instinct sexuel. Mais des détentes préfixées d'un quart d'heure. Au cours de ses loisirs, que le nerveux évite l'agitation, qu'il refrène sa propension à se dépenser verbeusement, à discuter de omni recibili, à se livrer à des extravagances, à rechercher l'approbation ou la sympathie. C'est au nerveux qu'il est le plus facile de s'abstenir rigoureusement. C'est également lui qui se trouve le mieux conditionné pour ressentir la joie d'inféoder ses comportements à ses conceptions, à son idéal. 3 degrés dominance sanguine. Les sanguins ont généralement le tronc un peu massif et donnent de ce fait une impression de robustesse animale particulière. Ce qui les caractérise principalement, c'est l'importance du système cardiovasculaire et une surabondance hématopoïétique qui les rend congestifs, turgides et violents. Leur peau chaude et moite est rosée dans la jeunesse, rouge et couperosée ensuite. Leurs centres nerveux, bien irrigués, les rendent actifs cérébralement, de même que leurs muscles surnourris les incitent à l'effort physique. Tous leurs appétits sont fort vifs, leurs penchants, sympathies et aversions exagérées. On peut dire qu'ils flambent, littéralement. Chez les sanguins, le besoin fonctionnel, à moins qu'on ne modère tout l'ensemble organique, est obsédant, pénible et tyrannique.
Or ils ont des goûts peu ascétiques, et font penser à ces personnages de Rabelais qui passaient volontiers le. Tout cela peut sembler rigoureux. En fait, la possibilité d'abstention sans trouble exige cette pondération, qui, d'autre part, évitera aux intéressés toute la gamme des affections auxquelles les vouent leur conditionnement et leurs tendances, cardiopathie, distension veineuse, hémorragie cérébrale, pneumonie, diabète, calculose, emphysème, eczéma et autres dermatoses. En réglementant sagement ses avidités et en menant une vie très active, le sanguin se subordonne en quelques semaines ses réactions fonctionnelles, et si l'œuvre à laquelle il s'emploie le passionne suffisamment, accapare son attention, ses virtualités, sa sexualité se maintient sans effort en pleine léthargie. Si, au contraire, l'on prétendait obtenir d'emblée d'un sanguin le refrénement de ses désirs, tout en lui laissant, par exemple, ingérer les aliments incendiaires auxquels va sa prédilection naturelle, ce serait, ou bien une lutte épuisante et inévitablement achevée en défaite, ou bien l'obsession, tôt ou tard périlleuse. 4 degrés dominance lymphatique. Le vieil occultisme schématise les 4 types humoraux en symbolisant le bilieux par un ange, le nerveux par un aigle, le sanguin par un tigre et le lymphatique par un bœuf. En fait, le lymphatique, épais, trapu et lourd, a quelque chose de bovin. À considérer le spectacle, la littérature et l'influence possible des propos qu'on entend, sans omettre celle de propos entendus, pour la plupart oubliés, mais qui, enregistrés dans l'inconscient, ont concouru à forger les dispositions générales de l'esprit, à y laisser subsister, en particulier, la conviction de ce que l'ultimité du contentement physique appartient au domaine des conjonctions charnelles. La chair, a dit Péladan, promet beaucoup aux yeux mais tient très peu au toucher. On surestime communément, d'une manière excessive, tant au qualitatif qu'au quantitatif, le plaisir lié à l'accouplement. Inconsciemment, les jeunes gens se laissent gagner par cette surestimation parce que les agissements de certains hommes paraissent la justifier, parce que la littérature en est tissée, parce que le théâtre spécule souvent sur elle. Nous avons pu évaluer que la vie des 19-20e de nos contemporains s'écoule sans qu'ils songent à se libérer du joug de cette suggestion, qu'il convient cependant d'éliminer en premier lieu quand on se propose de régner sur ses instincts, ou simplement de se représenter avec réalisme ce qui a trait aux fonctions reproductrices. Il y a une seconde suggestion, peu à peu insinuée, sigillée dès l'adolescence parmi les hommes, et qui suffit à inhiber chez la plupart toute tentative d'instauration de l'autocontrôle, c'est l'affirmation, toute gratuite, de l'impossibilité de régenter l'instinct sexuel. Inutile d'essayer de le dominer, vous dit-on, car il l'emportera immanquablement sur vos vains efforts. Avec Freud et la libido on a même parlé de pansexualisme. Puis la conception primitive de la libido a dû s'élargir considérablement. Nous y substituons la notion, plus réaliste, de l'avidité. Ce mot avidité, écrivions-nous dans un précédent ouvrage, on l'entend généralement dans un sens péjoratif. On dit un homme avide d'argent, avide de plaisir, avide de grandeur. Il dépeint cependant une disposition psychique qui caractérise non pas seulement les cupides, les jouisseurs et les orgueilleux, mais aussi tous ceux qui s'évertuent avec ardeur et persévérance dans un sens quelconque. Ce chercheur, courbé 15 heures par jour sur ses livres, ses épures et ses instruments, est un homme avide de connaître, avide de découvrir. Ce compositeur, abstrait dans le discernement de l'inspiration, insoucieux du temps, du mouvement et de l'ambiance, est avide d'une réalisation artistique. Ce célèbre capitaine d'industrie, auquel depuis longtemps la fortune a souri et que l'argent intéresse moins qu'il n'intéresse le dernier de ses sous-ordres, poursuit un écrasant labeur parce qu'il est avide de puissance économique. Nulle n'œuvre sans avidité, l'ascète lui-même l'éprouve pour son objectif mystique. Toutes les manifestations possibles de l'avidité auraient, selon certains, une source unique, la sexualité, qui chercherait ainsi, en mode dérivé, à se satisfaire. Cependant l'acquisivité, par exemple, entraîne souvent une totale anaphrodisia si elle atteint une ardeur suffisante pour accaparer toutes les énergies physiques et psychiques, pour tenir, de l'aube à la nuit, l'esprit préoccupé de tout ce qui peut concourir à l'accomplissement des desseins grandioses qui lui importent par-dessus tout. Il apparaît donc que loin de constituer l'origine radicale de toutes les avidités, la sexualité est antagoniste au moins de certaines d'entre elles. Un sentiment de vigoureuse avidité pour le développement de l'empire sur soi-même prévient et annule l'influence des suggestions tendant au despotisme de l'incitation fonctionnelle, d'autre part, il inhibe l'incitation elle-même. Les sollicitations de l'instinct s'amplifient et se multiplient chez ceux dont l'imagination est bien imprégnée, bien pénétrée de leur caractère irrésistible, et subsidiairement d'une notion très exagérée du plaisir sexuel. Si, au contraire, tout est vu objectivement, la plus extrême modération et même l'abstention totale deviennent aisées. On a dit que cette mise en léthargie pouvait déterminer des troubles. Nous attendons. Toujours le premier exemple à l'appui. Où il y a possibilité de fâcheuses réactions, ce n'est pas dans la continence elle-même, dans une épargne organique vraisemblablement salutaire, mais dans le fait de chercher à se l'imposer sans observer les conditions qui en déterminent la possibilité, à savoir, un régime convenable, une hygiène générale adaptée à la sorte de tempérament qu'on a, et, par-dessus tout, une orientation de la pensée impliquant avec continuité le désir de se gouverner. 5. Les déviations et comment y remédier.
Par déviation de l'instinct, nous entendons tout processus physiologiquement ou psychologiquement anormal de détumescence. Nous considérons l'auto-érotisme, provoqué ou spontané, comme des anomalies funestes. L'indulgence avec laquelle on les apprécie généralement en regard de celles qui revêtent un caractère antisocial contribue à leur extrême fréquence, d'ailleurs désastreuse. Pour surmonter une habitude volontairement créée ou se rendre maître d'un fâcheux réflexe, le simple effort direct de résistance ou d'inhibition ne suffit pas. L'observance des indications de régime données au paragraphe 3 constitue la première série de mesures à faire intervenir. Cela, et la réduction au minimum des sources extérieures d'incitation, prévient l'impulsion ou l'érétisme. C'est élémentaire. Mais, seule l'instauration d'une autodiscipline générale, la continuelle surveillance de soi-même en vue de diriger, selon ses délibérations réfléchies, l'orientation de ses pensées et le détail de son activité, peut assurer la subordination intégrale, durant la veille et au cours du sommeil, des automatismes à la volonté. Cette culture, qui assure le règne du discernement sur l'émotivité et sur l'instinct, notre ouvrage, le pouvoir de la volonté plus ou moins en fournit les éléments. Elle seule permet de contenir toute poussée aux excès, au dérèglement, à l'usage intempestif des satisfactions sensorielles, à imposer silence aux sens et à les rendre impassibles, même en présence des plus puissantes tentations, quand on discerne que cela est préférable. Ces principes généraux se retrouvent dans les écrits de tous ceux qui ont préconisé le gouvernement de soi-même. Ils sont connus de tout homme cultivé, mais n'ont pas encore été adoptés comme directive, ainsi qu'il se devrait, par les éducateurs. Que dira le père, le précepteur, voire le médecin, à l'adolescent qui, faute d'une formation physiologique précise et de directives sérieuses, s'est égaré ou dévoyé? Qu'il commet une faute, notamment contre lui-même, et que s'il tient à éviter de graves déchéances une immédiate cessation de ses errements s'impose? Autant prescrire aux buveurs invétérés d'adopter sur l'heure et pour toujours l'eau comme unique boisson. N'ayant pas été exercés à maîtriser, par principe, leur spontanéité, à surmonter leurs impulsions, à demeurer constamment, et dans toutes les exceptions, en pleine possession de leurs automatismes, ni l'adolescent, ni le buveur ne sauront se soustraire au joug de l'habitude qui les désorganise. Pour venir à bout d'une habitude spéciale, l'effort doit viser non seulement à résister à l'impulsion qu'elle comporte, mais à réagir contre l'habitude générale de penser, de parler et d'agir impulsivement. L'intéressé songera donc, à prévoir et à ordonner précisément pour chaque jour, approximativement pour chaque semaine ou pour de plus longues périodes, l'emploi de son temps, et à accomplir à son heure chaque chose prévue malgré n'importe quel facteur de diversion, à régler cet emploi de chaque journée de manière à disposer de tout le temps nécessaire à l'exécution calme et attentive de toute chose, à bannir toute précipitation, toute agitation, à ne pas attendre au dernier moment, ce qui mettrait dans l'obligation de se presser, de bâcler en 5 minutes ce qui en demande 10. À procéder avec une application systématique à toute besogne, si peu attrayante ou si peu rétribuée qu'elle soit. L'attention volontaire est l'appui principal de la maîtrise de soi-même. Chaque effort effectué en vue de développer la capacité d'attention concentrée, fortifie l'emprise du discernement sur l'imagination et les impulsions, à assigner à toute espèce de plaisir, délassement, distraction, etc., des moments prévus en dehors desquels il s'y refusera absolument. Il est à remarquer que chez ceux qui s'abandonnent passivement à toute occasion de contentement sensoriel ou imaginatif, l'aptitude au plaisir s'émousse par accoutumance, ce qui aboutit à cet état psychophysique qu'on appelle l'ennui. 6. Le démon de midi. Aux psychoses de l'âge post-pubéral, printanier, réplique, à l'automne de la vie, les surprises d'un retour fougueux de passion dont un décrescendo plus ou moins long semblait avoir tari la source. À 45 ans. Un repas a été trop abondant si, en se levant de table, on éprouve de la lourdeur. Inversement, si l'on se trouve alerte, léger, dispos de corps et d'esprit, on n'a pas excédé les limites normales. La boisson de base sera l'eau, filtrée.